Johanna Van Gogh, la femme qui a fait Van Gogh, partie 6 sur 6. Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. Elle ne tient pas en place, notre Johanna. Au lieu de s'embourber dans ses réflexions, elle se lève, elle prépare du thé à 2h du matin, elle écrit des règles, elle écrit des dates dans le carnet qu'elle a appelé œuvre de Van Gogh, où elle a établi un véritable plan d'action qui, avec le temps, s'est rempli de brouillons, de nouveaux calculs. Elle en oublie maintenant son journal personnel, son journal intime, tout en sachant que, sans lui, effectivement, elle perd un peu une référence, la possibilité de se penser, si vous voulez, d'une autre façon. Mais bon, qu'importe. Émile Bernard, lui, ne renonce pas. Après l'échec de la présentation de Van Gogh à Paris, dans une lettre qui rend hommage au travail de Johanna pour l'œuvre de son beau-frère en Hollande, il va la consulter. De loin, le meilleur ami du peintre, celui qui est devenu entre-temps un des alliés de Johanna, lui avoue une idée qui le taraude. Publier dans le Mercure de France une partie de la correspondance entre Van Gogh et lui. Johanna, qui a eu récemment la même idée, répond que ça lui paraît excellent. Souvenez-vous, elle lui avait donné cette idée déjà de publier les lettres de Van Gogh. Donc voilà, il a eu la même idée, donc si vous voulez, mais c'est d'autres lettres. Je commets peut-être plus d'une infidélité, mais je vais moi aussi publier ces lettres à Théo. J'y pense depuis longtemps. Dès que j'aurai la possibilité de présenter une grande exposition, je joindrai certaines lettres aux toiles et aux dessins. Ça, c'est nouveau. Clément Roman informe sa maîtresse, sa nouvelle maîtresse, qu'il a obtenu pour parce qu'entre-temps, elle a une vie quand même. Il faut l'avouer. Beaucoup de gens viennent dans cette pension et évidemment, il y en a qui restent plus longtemps. Et Clément Roman est de ceux qui restent longtemps. Il a de l'argent et il informe donc sa maîtresse qu'il a obtenu pour décembre la salle principale de la Kunsthalle Panorama d'Amsterdam. Rien de moins, une salle extrêmement importante. Johanna n'en croit pas ses oreilles. Presque 45 jours au panorama pour l'œuvre de Van Gogh. Une longue durée en raison des jours fériés de la fin de l'année, me disent les responsables. Mais il est certain qu'ils sont contents de terminer et commencer l'année avec les tableaux de Van Gogh. Ils se chargent d'inviter eux-mêmes les critiques et ils me demandent de penser au prix des œuvres. La commission sur les ventes des expositions au panorama n'est jamais inférieure à 20%. Rares, c'est vrai, sont les moments dans la vie où quelqu'un est capable d'être sur plusieurs fronts à la fois, avec la même efficacité, si vous voulez. Dans l'après-midi, un quatuor à cordes sont une façade idéale, il faut le savoir, pour des rencontres de femmes invitées par Will à la Villa Elma, des femmes qui vont débattre, clandestinement bien sûr, à l'époque, de leur avenir et de leur place dans le monde. Voilà ce qui se passe dans la pension dans la journée. Et à l'occasion de ces réunions, Johanna fait la connaissance d'Henriette Roland-Holst. Et Henriette se montre fascinée par les tableaux de Van Gogh et réellement perplexe quand Johanna lui demande si elle aimerait écrire. Oui, parce que Henriette est un écrivain de son côté. Donc elle lui demande si elle aimerait écrire un texte pour le catalogue de l'exposition de la Kunsthalle Panorama d'Amsterdam. Et exactement 3 jours plus tard, la poétesse revient avec un texte. L'artiste Willem van Gloden a travaillé sur les cartes postales de la ville et depuis 2 ans à Taormina en Italie où il a dû s'établir pour raison de santé, il est devenu un spécialiste de la lumière naturelle en recréant des images de l'Antiquité. Il produit, monte et met en image avec son appareil en un instant des scènes qui paraissent venir du temps d'Homère. Il existe d'autres cas semblables. Je veux dire par là que les possibilités de la photographie font obliger de plus en plus les peintres à repenser leur art. Et quand cette sensation sera générale, alors il n'y aura plus qu'à regarder Van Gogh. Van Gogh a été et sera probablement le peintre le plus actuel de tous. Il travaille sur l'avènement expressif de la couleur, sur l'épaisseur des formes, sur la vibration la plus intime. Mais ne vous y trompez pas, Van Gogh ne cherchait nullement le soulagement de la rupture, il ne peignait pas en opposition à une école. Van Gogh s'était obstiné à voir comment l'énergie circule au-dessus des choses. Homme de foi, il se fiait à ce qu'il voyait, il se fiait aux couleurs, il se fiait au fond blanc de la toile et avançait ainsi au grand galop au-delà du miroir de lui-même.
Alors Henriette dit que c'est le début, c'est le premier texte, le premier jet. Johanna pense qu'il est pas mal du tout, c'est très bien, on pourrait peut-être le mettre encore au point. Voilà ce qu'elle lui dit, en l'encourageant le mieux possible. Elle a l'impression que c'est pas assez fort, et puis finalement le texte sera magnifique. Il s'agit maintenant il s'agit vraiment de choisir 75 toiles, 24 dessins, 15 lettres, une incursion dans la totalité, cette fois, de l'œuvre de son beau-frère. Elle ne sait pas lesquels retenir. Peu m'importe qu'on m'appelle la veuve des Van Gogh, je dois choisir les tableaux, une bonne fois pour toutes. Clément a apporté sa contribution, les touroupes la leur. J'écoute aussi Will, mais il est temps d'effacer les doutes. Si je ne les fais pas encadrer maintenant, le menuisier ne pourra pas terminer son travail. Et oui, il y a toujours cette course contre la montre. Il lui reste 2 pages. Dans le cahier Vachette qu'elle a acheté à Paris il y a presque 3 ans maintenant. Elle l'a commencé à Pigalle, l'après-midi où Théo est rentré détruit par le suicide de son frère. Elle est sur le point de le terminer maintenant avec la première grande exposition de Van Gogh en Hollande. J'ai marché parmi les tableaux. Certains parlent de Van Gogh au présent comme s'il n'était pas mort. C'est fait. Dorénavant, Vincent Van Gogh sera le nom d'un artiste. Elle voit alors Jan Touroup traverser la galerie. Il est accompagné d'un grand ponte, Bobby Styles, de la Tate Gallery de Londres. Et Touroup a dit à cet homme-là, en confidence, que l'exposition n'est qu'un leurre bien organisé. Le meilleur de l'œuvre de Van Gogh se trouve dans une auberge à l'extérieur de la ville. Et Styles va passer le lendemain après-midi avant de retourner en Angleterre. Il paraît effectivement très désireux de voir plus de Van Gogh. Le 18 décembre 1892, fouetté par un vent glacial, Bobby Styles marche dans les rues de Boussoum à la recherche de la villa Elma. Et Johanna le fait entrer. Elle lui sert une infusion de camomille et d'anis. Elle remarque qu'il dissimule sa surprise devant le déploiement de tableaux dans la maison. Il a des objectifs clairs et Johanna, qui a mis un peu de côté quelque chose en raison de l'exposition au panorama, a également beaucoup à faire. La conversation devient immédiatement difficile. Le visiteur insiste pour que Johanna lui dise le prix des 2 études de tournesol qui sont dans le grand salon. Elles ne sont pas à vendre, lui répète Johanna sur tous les tons. Elle ne lui dira pas qu'elle suit les instructions précises que Vincent Van Gogh a laissées à son frère dans ses innombrables lettres, exposer tout ce que l'on peut, vendre le nécessaire pour continuer d'exposer et réserver si possible la plus grande part de son œuvre au musée. Johanna n'expliquera rien au galeriste anglais. Ce sont les tableaux que je regarde quand je veux me remettre d'une tristesse. Je reviens un instant sur la salle du panorama d'Amsterdam qui va abriter l'œuvre de Van Gogh pendant près de 2 mois, donc du 17 décembre 1892 au 5 février 1893. Et Johanna revient d'Amsterdam moins chargée qu'à l'aller, sachez-le. 3 dessins, une aquarelle japonaise, la Mérido vert et Femme en bleu ont été achetés par un commerçant belge, un autoportrait, 4 estampes parisiennes sont partis en France, 3 galeristes hollandais au regard aiguisé, peu fortunés mais qui n'ont pas eu accès aux œuvres majeures, ont dû se contenter de dessins de la première période. Déjà, ça y est, ça commence. Toutes les critiques ont été favorables. Johanna, qui a pris ses précautions, a décidé de louer 2 pièces des Van der Horst, toujours très charmant, très aimable, parce que l'œuvre requiert maintenant davantage d'espace. Elle y laisse les tableaux et les lettres encadrés et elle rentre chez elle. Pour la première fois depuis des mois, elle n'a pas d'exposition en vue. Si un sentiment l'accompagne, c'est plutôt quelque chose qui ressemble au calme, à la perplexité. En réalité, elle ne sait pas encore si elle se trouve au point culminant d'une aventure ou au début d'un long parcours qui vient seulement de commencer. Elle ne sait pas encore si elle est face à une porte qui se ferme ou à une autre qui s'ouvre. En réalité, vous l'avez compris, c'est pas une porte qui s'ouvre, c'est un véritable portail. Et oui, elle parle anglais, elle parle allemand, elle parle français, du coup, à partir de maintenant, elle correspond avec des patrons de galeries. Le monde de l'art semble prêt maintenant à découvrir l'œuvre de Van Gogh. En 1901, elle se remarie. Non pas avec l'amant qu'elle avait, mais avec un peintre. Elle adhère à une association féministe, ça y est, et au parti travailliste néerlandais. Elle déménage à Amsterdam. En 1905, elle organise à ses frais la première grande rétrospective des œuvres de son beau-frère. Elle va louer elle-même la salle, elle va faire imprimer des affiches, et c'est son fils qui va écrire les invitations.
Elle reste donc, à ce jour, la plus grande exposition de Van Gogh jamais réalisée, avec près de 500 œuvres exposées. Les critiques viennent de toute l'Europe. Les prix de vente des tableaux, ça y est, cette fois, s'envolent. En 1913 a lieu la première exposition Van Gogh à New York, tandis que Johanna vient de perdre son deuxième mari. Elle part rejoindre son fils qui est parti aux États-Unis. Elle va y rester 3 ans pendant lesquels elle va passer son temps à traduire finalement la correspondance des frères Van Gogh en anglais. Ce sera son dernier grand projet. Avant de partir aux États-Unis, avant de quitter l'Europe, elle avait décidé de réaliser la promesse qu'elle s'était faite de réunir les deux frères en faisant exhumer le corps de Théo d'un cimetière néerlandais et l'enterrer aux côtés de Vincent, à Auvers-sur-Oise, comme on peut les voir maintenant ensemble réunis. Elle est atteinte de Parkinson à la fin de sa vie, elle retourne à Amsterdam et elle va mourir en 1925. Elle avait 63 ans, ce qui n'est pas si vieux que ça. À sa mort, elle a en sa possession encore 220 toiles de Van Gogh, 220 toiles qu'elle va léguer à son fils Vincent. Je vous laisse imaginer le prix de ce que vaudraient ces 220 toiles, cette collection immense qui vaudrait aujourd'hui plusieurs dizaines de milliards d'euros. Eh bien, cette collection, c'est aujourd'hui la propriété de la Fondation Van Gogh, exposée à Amsterdam depuis 1973. Entre 1891 et 1925, elle aura vendu plus de 200 toiles de son beau-frère, mais elle a gardé celles auxquelles elle était le plus attachée. Parmi elles, 2 des 5 toiles des fameux tournesols. Elle en vend une quelque temps avant sa mort à la National Gallery de Londres. Elle écrit « C'est un déchirement, mais c'est pour la gloire de Vincent ». Alors il n'y a pas beaucoup de bibliographie concernant cette Johanna Van Gogh Bonger ou Bonger Van Gogh comme vous voulez. C'est vrai, il n'en existe qu'un roman en français écrit par Camilo Sanchez. Alors une sorte de roman, c'est romancé, pas toujours très bien écrit, difficile à suivre, mais vous pouvez vous en inspirer. Vous avez bien sûr, ce qui m'a permis de beaucoup travailler sur cette émission, les lettres de Vincent à son frère Théo, bien entendu, toutes les lettres, de s'inspirer bien sûr de Van Gogh, le livre de David Asio, et puis bien sûr le journal intime de Johanna Bonger. On peut même retrouver sur internet toute la collection écrite à la main de ce journal. Vous avez ça époque par époque, octobre, novembre, décembre 1889, etc., etc. C'est tout à fait charmant, bien entendu. Bien entendu, ne parlant pas le néerlandais, je n'ai pas pu le lire même si j'ai vu les pages, je ne l'ai pas lu dans le texte, bien entendu. Mais bien sûr, c'est traduit en français. Vous pouvez les trouver absolument partout. Voilà, on se retrouve la semaine prochaine. Salut.